Alors je vous parlerai aujourd'hui justement de ce phénomène et de la difficulté quand on compose la musique, de la difficulté première qui est la difficulté de la cohésion, de la cohérence du discours, de la cohérence des idées les unes par rapport aux autres. Vous le voyez du reste très bien quand vous enseignez la composition, ce qui ne m'est pas arrivé longtemps, mais ce qui m'est arrivé quand même. Ce qui est le plus frappant quand on voit les travaux des élèves, même doués au départ, c'est la difficulté pour eux de déduire. Il y a de l'invention, mais cette invention s'épuise assez vite parce qu'elle ne sait pas justement mettre l'accent sur la déduction. Le pouvoir d'invention, je dirais, de quelqu'un n'est pas inépuisable. Et ce pouvoir d'invention, surtout s'il est incohérent, non pas au sens banal du terme, mais incohérent dans le sens plus élevé du terme, ce pouvoir d'invention n'arrive pas à se renouveler ou trouve des chemins qui ne sont pas convaincants du tout, et l'idée musicale, au fond, n'existe pas. Il y a une chaîne d'idées musicales, mais il n'y a pas une idée musicale qui se transforme, ou bien une idée musicale principale, avec des idées musicales subsidiaires, et puis cette hiérarchie peut changer, et des idées qui étaient secondaires deviennent principales, comme cela arrive dans certaines œuvres. Bref, il y a toute une dialectique de l'invention, une dialectique de la déduction que l'on ne peut pas trouver. Et je dirais que cette idée de la cohérence doit venir d'assez loin. Elle nous est enseignée naturellement. C'est peut-être la seule chose qu'on peut enseigner dans la composition, ce n'est pas du tout l'invention. Je dirais que l'invention est une chose qui ne peut pas s'enseigner vraiment dans la composition. Ou bien on l'a, ou bien on ne l'a pas, ou bien on la découvre en soi-même, ou bien on ne la découvre jamais, ce qui n'est pas possible. Mais c'est vraiment la chose qui ne s'apprend pas. Ce que l'on peut apprendre, par contre, c'est l'art de la déduction, ou le phénomène de la déduction qui peut se regarder, s'analyser dans les œuvres d'autrui. Donc l'idée musicale, grand I naturellement, l'idée musicale a dépendu d'un ensemble de données qui se sont modifiées au fur et à mesure de l'évolution historique du langage. On ne peut pas comparer l'idée musicale dans tel idiome et l'idée musicale dans un autre état de l'idiome musical. Donc, on peut dire que l'idée musicale dépend des conditions qui lui sont faites, dépend du statut du langage tel que le compositeur le trouve au moment où il existe. Il ne peut pas y avoir d'idée musicale sans référence à un état présent du langage. Ce qui ne veut pas dire que l'idée dépend totalement des conditions qui lui sont faites, et on peut bien dire aussi que l'idée d'un compositeur, l'idée individuelle, va modifier progressivement le statut du langage. C'est même essentiellement, à mon sens, le développement de l'histoire du langage musical, c'est cette dialectique entre le statut du langage tel que le trouve un compositeur et le statut du langage tel qu'il est après le passage de ce compositeur. C'est-à-dire que son existence a été, en somme, de trouver un statut musical, de s'y insérer, de le changer et de le redonner à l'histoire dans une forme complètement différente. Naturellement, ce processus n'est pas un processus absolument et toujours conscient, mais il est certain que le compositeur, d'abord, ne peut insérer son idée que par rapport à ce qu'il a appris et ce qu'il a vu, à ce qu'il a compris, et que progressivement, il va modifier ce statut parce que ses idées personnelles, le fait que ces idées sont individuelles, vont modifier progressivement le statut et les codes. Donc, ces modifications sont un produit de réciprocité. L'évolution de l'idée, telle que le compositeur la conçoit, tend à modifier l'organisation elle-même du langage, de même que le statut du langage tend à modifier la conception ou le profil de l'idée. Et on peut voir que là, entre les codes du langage et l'expression individuelle de l'idée, il y a une espèce de balance qui s'établit. On peut voir que quand les codes du langage étaient très forts,
était nettement établi, formait le langage d'une collectivité, et d'une collectivité qui s'en accommodait très bien, qui l'utilisait, même si elle luttait par moments contre certaines choses, mais le code était un code accepté. Eh bien, à ce moment-là, l'idée du compositeur était probablement beaucoup moins importante pour établir un langage individuel. Et c'est à ce point que, par exemple, maintenant, nous arrivons certainement à confondre certaines caractéristiques, par exemple, des idées musicales de Haydn ou des idées musicales de Mozart à un certain moment de leur existence, spécialement, parce que le code est au moins aussi fort que l'idée. Et ces idées sont inscrites dans un code à tel point que l'individualité est très difficile à repérer. Et je ne crois pas que ce soit seulement un phénomène d'éloignement par l'histoire, que quelqu'un qui avait le nez sur cette période même, c'est-à-dire qu'il le vivait au moment même, aurait pu probablement distinguer un peu plus aisément que nous la différence qu'il y a entre ces idées individuelles et le code général dans lequel elles s'insèrent, mais je crois qu'il y a naturellement ce phénomène d'éloignement, mais il y a aussi le fait que le code était très fort. Et donc l'idée avait tendance à s'y inscrire tout naturellement, et qu'il y a des inflexions, je dirais, qui nous permettent de reconnaître la personnalité, mais que l'emploi individuel n'est pas tellement fort. Et du reste, cela se voit aussi dans les œuvres elles-mêmes. Combien de fois on n'a pas fait la plaisanterie d'essayer d'insérer un mouvement, par exemple, d'une symphonie ou d'un quatuor dans un autre. Et il est évident que si on change, je dirais, un menuet ou un adagio de place dans une symphonie de Haydn, si vous ne le connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir vraiment que ce changement a eu lieu. Si vous connaissez la littérature, naturellement, vous dites, tiens, ça appartient à telle œuvre et ça n'appartient pas à telle autre. Mais cela, c'est une connaissance acquise. C'est une connaissance que vous avez parce que vous avez entendu quelque chose. Mais supposez que vous arriviez devant deux quatuors complètement inconnus. Vous pourriez permuter deux objets, si je puis dire, deux objets mouvements dans ce quatuor, vous ne verriez pas une différence. Donc, naturellement, étant donné que vous avez modifié la tonalité, c'est-à-dire que les conditions d'une cohérence générale sont satisfaites. Mais étant donné que ces conditions de cohérence sont satisfaites, vous ne pouvez pas distinguer la spécificité qui fait qu'un mouvement-là appartient à tel quatuor, par exemple, ou à telle symphonie, ou à telle autre. Et on voit très bien que dès l'instant que les codes vont se déliter, eh bien, les mouvements vont appartenir vraiment à une symphonie, à un quatuor et pas à un autre. Parce qu'il y aura des relations de texture, des relations thématiques qui vont s'établir de plus en plus étroites. Et si vous prenez un certain aboutissement de la symphonie dans un langage classique, qui est la 9e symphonie de Beethoven, le geste dramatique de Beethoven, qui est de rappeler ses thèmes, montre bien que cette symphonie est unique, que sa connexion thématique est unique, et que c'est cela qui fait le prix de la composition, pratiquement, c'est que la symphonie est devenue un tout indétachable, et que les mouvements forment une trajectoire, et que c'est non plus 4 mouvements isolés qui sont suivant 4 codes déterminés de mouvement, c'est-à-dire un mouvement d'allegro au départ, un mouvement lent, un mouvement scherzo, et puis un mouvement rapide de nouveau, c'est-à-dire un rondo. Tous ces codes formels restent là, naturellement, mais ils sont irrigués par une thématique, et cette thématique est révisée à la fin de l'heure, vous est donnée comme un tout. Et on s'aperçoit, dans ce microcosme de la répétition au début du dernier mouvement, que cette unité est volontaire et qu'il n'y a plus moyen de séparer les entités comme le code pouvait le permettre auparavant. On voit aussi que, au fur et à mesure que ces codes disparaissent, que ces codes formels disparaissent, l'idée acquiert une importance de plus en plus grande. Et on peut le voir par exemple en comparaison entre Brahms et Wagner. Naturellement, la justification n'est pas la même. Dans un cas, il y a encore structure purement musicale, tandis que dans un autre cas, il y a structure dramatique, et donc justification dramatique de l'emploi de ces idées musicales, ces thèmes, ces motifs. Mais on s'aperçoit très nettement que, alors que la forme de Brahms est protégée par un code formel encore très fort, bien qu'il
il commence à miner cette forme, à lui donner des résonances différentes, et il commence à mettre beaucoup d'ambiguïté dans cette forme, mais néanmoins, le code formel est présent, et en particulier, le code de mouvement est encore présent très nettement, et le code de contraste des mouvements, et le tempo des mouvements est encore très présent. Et à ce moment-là, les idées de Brahms sont déjà à l'intérieur de ce code beaucoup plus puissantes que dans les symphonies précédentes, étant donné que tout le matériel a tendance à être déduit progressivement de certaines idées initiales. Quand on voit la troisième symphonie de Brahms, par exemple, ce qu'il appelle lui-même, ou ce qu'on appelait le Ur-Thema, c'est-à-dire le thème principal, le thème profond, c'est déjà une conception cyclique de la thématique qui fait que tous ces mouvements vont être unifiés par certains concepts thématiques qui va envahir toutes les idées. Et dans le schéma wagnérien, où alors la forme est beaucoup plus libre, beaucoup plus lâche, parce qu'elle doit obéir à des prescriptions, je dirais, dramatiques, et donc ces prescriptions dramatiques sont en général contre le code formel établi, sauf certains cas, et plus il a tendance justement à échapper à ces codes, on voit nettement que l'idée musicale est de plus en plus forte. Et c'est pour ça que ces motifs de Wagner sont non seulement des motifs signalétiques, ça c'est naturellement la signification la plus évidente, mais ce sont des motifs qui font que le texte musical peut se passer des codes acceptés. Et ça, c'est cela, je crois, que l'on n'a pas suffisamment vu quand on a analysé les textes de Wagner, c'est que naturellement le propos dramatique est très clair, la symbolique dramatique est très claire, mais aussi c'est le seul moyen de suivre un texte qui n'a plus de code préétabli. Et donc, le repère ne se fait pas au moyen de codes formels, mais le repère se fait au moyen des idées musicales et de la façon dont elles se développent. Et cette évolution n'a fait que s'accentuer, même si, à un certain moment, on a essayé de retrouver des formes. Et on a retrouvé des formes avec une certaine ambiguïté. Et ce qui est frappant dans l'évolution du langage de Schoenberg, par exemple, c'est que au départ, il y a thème. Et il y a thème dans le sens brahmsien. C'est-à-dire que le thème engendre des contre-sujets, des idées secondaires, et que toutes ces idées vont irriguer le texte musical. Et au fur et à mesure, on voit que ce thème devient un sur-thème. Je pense du reste très comiquement maintenant au mal et au surmal de Jarry. Il y a en effet une espèce de surpuissance du thème qui fait que le thème va organiser absolument tout le discours. Mais le thème va pouvoir organiser tout le discours, mais le discours va se raccourcir. Étant donné que le code formel est moins fort, le thème ne peut pas se répéter indéfiniment. Et donc, on va retrouver des dimensions beaucoup plus restreintes, alors que, au contraire, l'élargissement du code et la coïncidence et le travail, la dialectique du code et du thème et de l'idée musicale allait permettre au XIXe siècle un énorme élargissement des formes. Qu'est-ce qu'on voit au XXe siècle, au début du XXe siècle? On voit au contraire que cette surpuissance du thème par rapport au code formel qui est de nouveau qui est très diminué, mais cette surpuissance du thème fait que de nouveau la forme va se raccourcir. Elle va se raccourcir parce que le thème ne peut pas assumer la dimension qu'un code formel pouvait assumer plus facilement. Et on voit très bien dans l'évolution de Schoenberg que plus ce thème arrive à l'abstraction, c'est-à-dire que du thème, il passe à la série, en particulier entre les pièces de piano opus 23 et les premières pièces qui sont organisées sur la série, c'est-à-dire en particulier, je pense, la première grande œuvre, c'est-à-dire l'opus 31, les variations opus 31 et la suite opus 29 pour cet instrument. Eh bien, là, on voit que Schoenberg, pour compenser la faiblesse d'organisation formelle de ce surthème, a recours de nouveau à un code formel qui le reprend du passé. Et donc, on voit qu'il y a une balance qui s'établit entre l'idée musicale et la possibilité de ses développements
et le code formel dans lequel elle s'insère. Donc, de l'idée initiale à l'achèvement du discours, il s'effectue un travail immense d'élargissement, je dirais de structuration de l'ensemble et de fabrication même de la musique. Et alors cet élargissement s'est produit suivant certaines normes. Alors il y a des normes et des codes, je dirais, d'abord de l'établissement d'idées. Comment une idée s'est-elle établie? Eh bien l'idée s'est établie en fonction, naturellement, du langage qu'elle trouvait. Une idée ne s'établit pas dans le système schoenbergien, je dirais, comme elle s'établit dans le système wagnérien, comme elle s'établit dans le système beethovenien. Il y a un moment du langage où les idées s'établissent suivant certains rapports, certaines proportions. Si vous avez une mélodie, je dirais, grégorienne, par exemple, une mélodie grégorienne s'établit suivant certaines hiérarchies d'intervalles. Cette hiérarchie d'intervalles adolescents, et cette hiérarchie d'intervalles suppose qu'elle est absolument indépendante de tout complément. Elle existe pour elle-même, elle existe dans une seule dimension. Et donc, en fonction de cela, l'idée ne peut s'établir que d'une certaine façon. Elle aura besoin de certains types d'articulation pour exister, elle aura besoin de certains rappels, d'un certain type de répétition pour que la mémoire puisse faire son œuvre et que cette suite mélodique ne nous apparaisse pas comme quelque chose d'incohérent, mais qu'au contraire, cette suite mélodique puisse s'imprimer de telle façon dans la mémoire qu'on reconnaisse certains types de structures. Alors, ce ne sont pas des structures quelquefois très distinctes, elles sont simplement précisées par une clausule finale, alors que tout le reste est différent, ou est voisin comme une espèce de variation, et la clausule finale sera similaire. Il y a différents types d'articulation et de repérage, je dirais, mais cela se passe suivant une certaine hiérarchie d'intervalles qui conditionne toute la phrase. Et la dimension même dans laquelle cela se passe est une dimension, disons, imposée. Il y a l'établissement de l'idée, je dirais par exemple au moment classique. Dans le langage classique, eh bien cet établissement de l'idée, on voit, dépend d'une périodicité. Et cette périodicité peut devenir très visible, très simple, dans le fait que, par exemple, la périodicité s'établit sur 4 mesures, sur 8 mesures, dans un mètre régulier. Donc l'idée, à ce moment-là, l'idée musicale ne naît pas n'importe comment, mais elle naît dans un certain code, selon un certain code, qui est le code métrique, le code de périodicité, et le code aussi du rapport avec la tonalité. C'est-à-dire que dans une mesure, vous avez par exemple 4 mesures qui vont de la tonique à la dominante, et puis 4 mesures qui reprennent à la tonique, mais qui restent à la tonique. C'est-à-dire que vous avez une périodicité qui est basée sur un nombre, une période, et un code, non seulement d'intervalle, mais un code de relation fonctionnelle. Donc tout cela est établi, et l'idée n'intervient qu'à l'intérieur de ce code-là, et en obéissant à certains principes, à certaines normes. Ou si, par exemple, on démolit cette norme, eh bien, on le remarque parce que justement, c'est une exception. Je veux dire, c'est comme si vous aviez dans les alexandrins, vous avez un enjambement. Eh bien, un enjambement reste en principe l'exception par rapport à une catégorie métrique qui est, elle, permanente. Et puis, si vous allez plus loin, l'établissement de l'idée, par exemple, dans Schoenberg, c'est un développement de l'idée qui va se faire essentiellement, au contraire, par dissymétrie, par variation et par périodicité irrégulière, c'est-à-dire en confrontant, en tentant faire des périodicités qui ne sont pas de même nature ni de même longueur. D'autre part, les fonctions tonales sont abolies, donc il faut, pour faire prendre conscience à l'auditeur d'un phénomène de structure de la mélodie, il faut se référer beaucoup plus à la construction d'intervalles, sans que la structure harmonique soit sous-jacente. Faites une expérience vous-même. Si vous entendez une mélodie classique, mélodie de Beethoven, mélodie de Mozart, même si vous n'entendez pas l'harmonie, vous sentez très bien que l'harmonie est sous-jacente, même si vous êtes incapable de l'écrire vous-même. C'est pas la question maintenant de faire comme au conservatoire ou comme dans des devoirs d'harmonie où on vous donne une mélodie et il faut vraiment arriver à trouver le substrat harmonique
correspond à cette mélodie, qui correspond aux fonctions de cette mélodie. Non, je ne dis pas que ça peut se produire pour vous, auditeurs, d'une façon aussi précise, toujours, mais néanmoins, vous pouvez avoir dans la tête immédiatement une idée de la famille et de la fonction harmonique à laquelle appartient cette mélodie. Si vous jouez une mélodie de Schoenberg, je pense par exemple au début du second mouvement du concerto de violon, ou disons dans le mouvement des variations de la sérénade, le troisième mouvement. Vous entendez une mélodie qui vous satisfait, qui est bien construite, parce qu'il y a des parallélismes, parce qu'il y a des dissymétries, que vous pouvez juger par les intervalles, mais vous êtes absolument incapable d'établir la moindre relation entre un substrat harmonique, entre une fonction harmonique qui gouvernerait une période et une autre. Donc il y a déjà une dimension qui a disparu, et pour compenser cette dimension, on privilégie certaines autres choses, c'est-à-dire, par exemple, la littéralité même de la transformation des intervalles. C'est-à-dire, quand on perd une dimension, il faut en récupérer une autre. Et ce que l'on gagne, par exemple, en précision du rapport d'intervalle, eh bien, naturellement, on le perd dans la dimension harmonique. Tandis que, dans une phrase de Mozart, dans une phrase de Beethoven, dans deux phrases parallèles, vous pouvez changer l'intervalle, mais si vous avez l'harmonie pour vous guider et pour dire, par exemple, que ce changement d'accord fait que cette mélodie reste une mélodie compréhensible à cause de relations harmoniques, eh bien, vous avez beaucoup moins à vous soucier des intervalles. Et ceci résume pratiquement, du reste, l'antagonisme qu'il y a toujours eu et que l'on peut naturellement arriver à souder, mais il y a toujours eu un antagonisme profond entre le contrepoint lui-même, c'est-à-dire la dimension horizontale des événements musicaux, qui est basée avant tout sur la déduction par intervalle, c'est-à-dire dans des déductions littérales, que ce soit même des déductions simples ou des déductions très complexes. Si je prends une seconde majeure suivie d'une seconde mineure, suivie d'une tierce, etc., c'est-à-dire que si j'ai une ligne mélodique faite d'un certain nombre d'intervalles, le contrepoint strict va me dire, bon, alors je répète ceci à une certaine distance intervallique, mais je vais reproduire exactement cet intervalle, c'est-à-dire l'intervalle A, l'intervalle B, l'intervalle C. Et ceci, c'est une dimension horizontale. Je pourrais repérer le fait que l'idée se développe par le fait qu'elle est reproduite exactement et littéralement par des intervalles. C'est ce qui me permet de la reconnaître. Naturellement, c'est ce qui me permet de la reconnaître plus ou moins. Si déjà je fais intervenir la dimension du miroir, c'est-à-dire que si j'ai un intervalle montant, je vais avoir un intervalle descendant et réciproquement, déjà la ressemblance doit être appuyée par quelque chose d'autre. Elle doit être appuyée par une figure rythmique, elle doit être appuyée par une dynamique, elle doit être enserrée par des caractéristiques thématiques qui font que on reconnaît non seulement la dimension de l'intervalle, mais on reconnaît cette dimension qui est assez difficile par des caractéristiques qui la mettent en valeur. Et puis, il y a de plus en plus, plus on est allé dans le contrepoint, naturellement, plus on est allé dans des dimensions qui ont été difficilement reconnaissables, à tel point que les dimensions, par exemple, où le temps est à l'envers, où le temps est renversé, c'est-à-dire des dimensions de canon à l'envers, ce sont des dimensions que vous pouvez reconnaître à l'œil, mais qui sont très difficiles à reconnaître à l'oreille, à moins aussi qu'elles soient soulignées par des phénomènes adjacents qui soient de plus en plus marquants. Et là aussi, il y a des phénomènes de compensation qui se produisent, parce que plus les dimensions sont éloignées, plus les dimensions sont difficiles à saisir, plus vous êtes obligé de les accompagner par des phénomènes grossiers. Comme cela, on reconnaîtra, on ne saura pas exactement ce qu'on reconnaîtra au premier abord, mais on reconnaîtra qu'il y a un symbole qui vous permet d'établir une relation. Si par exemple j'ai un sujet de fugue qui commence par 3 notes très lentes, et puis après une série de notes rapides, si ce sujet revient à l'envers, eh bien je vais avoir toutes les notes rapides au début et les notes lentes à la fin. C'est-à-dire que j'aurai caractérisé par une dimension du temps extrêmement grossière cette succession de phénomènes lent, rapide, rapide, lent. Comme ça, je peux reconnaître, mais je ne pourrais pas reconnaître par les intervalles. Il faut donc surajouter une dimension. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours
lutte entre cette dimension horizontale et la dimension verticale qui est sous-jacente, qui peut être exprimée ou ne pas être exprimée, mais qui est toujours là. À ce point que quand par exemple, quand on expose un thème de Passacaille nu, comme il se produit dans Bach, par exemple, la Passacaille en ut mineur, bien vous entendez ce thème à la basse, et c'est un thème qui est déjà autonome en lui-même, qui est déjà autonome. Et quand il est développé, c'est toute sa structure harmonique que vous mettez en jeu, et cette structure harmonique devient naturellement, au fur et à mesure, évidente, et plus vous l'entendez, plus elle devient évidente. Elle peut de nouveau devenir ambiguë, en sens que cette Passacaille peut être dans la partie inférieure, peut être dans la partie médiane, peut être dans la partie supérieure du registre, et que sa place dans le registre va déterminer la constitution de l'harmonie. Généralement, si la basse est, si cet ostinato est à la basse, il ne peut pas engendrer exactement les mêmes harmonies que s'il est au sommet. C'est une capacité de renversement des intervalles qui fait que certains accords, certaines possibilités d'accords sont effectives dans un cas et ne sont pas possibles dans l'autre. Donc, on voit que déjà, l'établissement de l'idée ne peut se produire que suivant un code de l'écriture. Et que ce code d'écriture, au moment où on développe l'idée, l'engendre d'une certaine façon. Il y a aussi le code du développement de l'idée, qui dépend naturellement de tous ces éléments du langage. Il y a le développement de l'idée mélodique. Si vous avez une idée, par exemple, avec un certain nombre d'intervalles, vous pouvez la développer mélodiquement, uniquement. C'est-à-dire vous pouvez la développer dans une seule dimension. Et l'autre dimension, ou bien n'existera pas, la dimension verticale, ou bien n'existera pas, ou bien sera subordonnée. Et avant tout, on voit très bien, par exemple, dans la musique romantique, l'idée harmonique est tout à fait subordonnée par moment, et la mélodie est ce qui fait le développement. Complètement. Vous avez un agrandissement d'intervalle, une multiplication des périodes, un développement par rapport à un certain schéma rythmique, une certaine figure qui va se répéter, par exemple, en ostinato. Et tout cela, c'est ça qui va faire le développement. Donc le développement va se produire uniquement dans une seule dimension. Ou bien vous avez le développement par harmonie, c'est-à-dire la mélodie que vous écrivez, que vous avez écrit, est susceptible d'ambiguïté. Et par exemple, dans Schubert, souvent, il répète des phrases, mais avec une harmonie différente, avec des points différents. C'est le cas aussi du reste des chorales de Bach, où les répétitions que nous voyons dans le choral sont variées d'une façon harmonique. Les rapports harmoniques sont suffisamment ambigus au départ, ou sont suffisamment généralisables, pour que les relations ne soient pas les mêmes. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un accord sur un sol, par exemple, vous pouvez avoir trois types d'accords, naturellement, dans le langage classique. Vous avez l'accord de sol, vous avez l'accord de mi mineur, vous pouvez avoir l'accord do majeur, etc. C'est-à-dire même dans tous les accords simples, vous avez en général trois catégories. Celui qui correspond à l'octave, celui qui correspond à la tierce et celui qui correspond à la quinte. Et à partir de là, vous pouvez engendrer des ambiguïtés harmoniques qui utilisent ces trois types d'accords. En général, cela se ramène toujours à ce type de variation harmonique. Plus tard, dans l'évolution du vocabulaire, on voit que Debussy et Ravel en particulier utilisent aussi beaucoup ce type de développement harmonique engendré par ambiguïté de la mélodie. On voit par exemple dans le thème de la principale du premier mouvement de la mer, chaque fois qu'il se répète, vous avez un contexte harmonique différent parce que les intervalles sont suffisamment ambigus pour pouvoir s'accommoder d'un substrat harmonique ou d'un autre. De même que dans Ravel, vous avez très souvent, par exemple, des sauts par tierces, c'est-à-dire vous avez l'octave, ce que je disais que la succession classique, l'octave, la tierce, la quinte, mais vous avez aussi la septième, la neuvième, c'est-à-dire des relations qui sont de plus en plus éloignées et qui font des accords de plus en plus complexes. Donc, ce développement de l'idée par l'harmonie, où vous multipliez, suivant des rapports harmoniques ou non d'ailleurs, l'idée principale,
Quand dans le langage classique, c'est une évolution, c'est une multiplication qui est contrôlée par le langage harmonique, avec les exceptions que cela suppose. Autrement, cela n'est pas possible. C'est-à-dire que dans un langage harmonique, vous avez des formes privilégiées qui sont des formes normales, et vous avez des formes qui admettent certaines exceptions, c'est-à-dire les notes de passage, les appoggiatures, tout ce qui dévie de l'accord placé, de l'accord contrôlé. Et ces variations sur le contrôle harmonique permettent cette synthèse de la dimension verticale et de la dimension horizontale. Loi dont pratiquement la musique très chromatique de Schoenberg n'a plus à s'occuper, puisque avant tout, ce qu'il cherche à éviter, c'est les rapports consonants, c'est-à-dire les rapports d'octave, avant tout, c'est-à-dire les rapports de moins grande tension. Dans Schoenberg, on voit que tous les formes canoniques tendent au contraire à éviter au maximum, et absolument même, la relation d'octave, alors que, au contraire, c'est celle que l'on privilégiait dans les contrepoints auparavant. C'est-à-dire toutes les relations consonantes étaient privilégiées, tandis que, si je résume naturellement d'une façon assez grossière, dans le contrepoint rigoureux de Schoenberg, ce sont toutes les relations consonantes qui sont au contraire évitées, et les autres qui sont privilégiées. Il y a plus tardivement des développements de l'idée par le timbre, et même nous voyons le timbre qui corrobore un certain développement de l'idée par exemple de l'idée mélodique. On voit cela déjà dans l'héroïque de Beethoven. On voit par exemple une cellule mélodique est développée en la changeant chaque fois de timbre, flûte, hautbois, clarinette, et on voit cette dimension qui se surajoute. Mais on ne peut pas dire qu'il y a un développement vraiment par le timbre. Il y a simplement coïncidence, ou du moins mise en évidence du développement motivique, du développement de l'idée, par le timbre. Ce n'est pas un développement original par le timbre. Pour arriver à un développement original par le timbre, il faudra en arriver beaucoup plus tard à la première pièce qui le manifeste d'une façon aussi brute, mais aussi élaborée en même temps, c'est-à-dire la troisième pièce de l'opus 16 de Schoenberg, qui est la pièce Farben, où l'élément purement de hauteur se réduit à un accord fixe au départ, c'est-à-dire un accord de 5 sons, Do, Sol, Dièse, Si, Mi, La, si j'ai bonne mémoire, et vous avez cet accord se développe suivant un rythme régulier. Le rythme est du reste, je dirais, anodin, en ce sens que le renouvellement de timbre ne se fait pas irrégulièrement, se fait régulièrement, donc au bout d'une mesure, ce rythme est complètement absorbé, il ne provoque aucune surprise. C'est simplement le timbre, le renouvellement régulier du timbre, qui fait que l'idée musicale se développe. Cet accord est complètement fixe au départ, et puis il y a une ligne mélodique, c'est-à-dire un chromatisme qui va d'abord une seconde supérieure, et puis une seconde mineure supérieure et une seconde majeure inférieure. C'est-à-dire que vous avez, à partir de l'accord original, un demi-ton supérieur et un demi-ton inférieur, et toutes les dimensions de cet accord, les composantes de cet accord, vont changer l'une après l'autre, mais ce qui va donner la dimension principale, c'est le changement de timbre qui va se faire d'abord d'une façon assez lente, et puis qui va se précipiter d'une façon beaucoup plus courte. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez des blanches, c'est-à-dire un rythme assez lent, et puis à la fin, vous allez avoir des croches pour le renouvellement du rythme. C'est-à-dire que le renouvellement rythmique de la couleur va se faire 4 fois plus vite. Et donc, ça sera beaucoup moins, je dirais, immédiatement compréhensible. Donc, on voit que là, il y a dans Schoenberg une véritable dimension du développement de l'idée par le timbre lui-même. Ce n'est pas seulement quelque chose qui va mettre en évidence une dimension autre, mais que cette dimension est la dimension principale et que les autres lui sont subordonnés. Il y a aussi des développements, tout à fait secondaires, le développement de l'idée par la dynamique, c'est-à-dire les contrastes dynamiques, mais ce sont des qualités de développement qui présentent des possibilités beaucoup plus limitées que les autres. Alors dans ce développement de l'idée, il n'y a pas naturellement uniquement telle ou telle catégorie. On ne peut pas développer uniquement mélodiquement ou uniquement harmoniquement.
ce sont des développements qui se renouvellent les uns après les autres, qui se corroborent les uns les autres, ou qui coïncident les uns avec les autres. Et ce qui fait que ce développement de l'idée a trouvé des vitesses de croisière différentes, je dirais, c'est justement par le type de renouvellement. Et on voit que même dans les codes, cela ne dépend pas du tout du contexte historique. On pourrait dire, oui, autrefois, quand les codes formels étaient très forts, ces schémas ou ces codes de renouvellement de l'idée, du développement de l'idée, étaient des schémas très séparés qui se renouvelaient en s'accordant à la forme. Ça peut être vrai, mais ça peut n'être pas vrai. Et on voit en général que les œuvres de maturité ou de vieillesse même des compositeurs impliquent une vitesse de renouvellement beaucoup plus grande. C'est-à-dire que si vous voyez par exemple des œuvres de jeunesse de Schoenberg, eh bien elles sont moins complexes par exemple que les derniers quatuors de Mozart, ces fameux quatuors Haydn ou les trois derniers quatuors de Mozart, où vraiment la vitesse de renouvellement du développement est très grande. Et cela ne dépend donc pas du code, est indépendant du code, mais ces dimensions sont utilisées d'une façon différente par chaque auteur à l'intérieur du code. Dans Mozart, par exemple, vous voyez dans les derniers quatuors, ou même dans, par exemple, j'ai en mémoire cela en ce moment, mais dans les deux dernières sonates pour violoncelle et piano de Beethoven, vous voyez un renouvellement du développement de l'idée extrêmement rapide. Et ce qui a certainement causé des problèmes que nous connaissons d'ailleurs en lisant des livres sur cette époque, qui a rendu la compréhension de cette musique difficile malgré l'acceptation d'un code formel du reste et d'un code d'écriture qui était tout à fait normal. Mais ce qui est difficile à suivre, c'est justement le changement rapide de manière de développer l'idée. Vous avez par exemple une idée qui est exposée d'une façon homophonique, c'est-à-dire en octave, et puis tout d'un coup, il y a pour les 4 mesures suivantes un développement polyphonique en imitation, et puis un développement harmonique, et puis un développement purement harmonique, c'est-à-dire que vous avez chaque fois des caractéristiques du discours qui mettent l'accent sur une façon spécifique de développer l'idée. Tandis qu'au contraire, même dans un langage où le code n'est pas du tout accepté à l'origine, et spécialement un code qui est en formation, je pense aux variations de Schoenberg opus 31, où vous avez chaque variation qui est établie suivant un code de développement. Vous avez une variation qui est établie, un panneau formel, qui est établi à partir d'un certain type de développement. Type de musique de chambre individuelle, au contraire, un rapport plus spécifiquement harmonique, l'idée est mise sur, au contraire, la vitalité rythmique d'une certaine cellule rythmique, et tout cela fait que la forme, par exemple, de la variation de Schoenberg, en tant que forme, est beaucoup plus facilement compréhensible dans ces variations que le schéma de développement des derniers quatuors de Mozart, par exemple, d'un développement de l'idée par rapport à l'idée originale. Donc on voit que ce n'est pas lié forcément au code, cette difficulté de la préhension formelle, mais que dans le code lui-même, il y a toute une gamme de développement qui peut être utilisée avec une vitesse de renouvellement, je dirais, plus ou moins grande. Et puis il y a des codes, alors je dirais, d'extension de la forme aussi. L'extension de la forme, je la prendrai sous sa façon la plus simple. L'extension de la forme, par exemple, dans un menuet, d'un quatuor de Mozart ou d'un quatuor de Haydn. Bien, l'extension d'un menuet, c'est très très simple, cela se fait par périodes qui se renouvellent. Vous avez une idée, par exemple, d'une mesure, et puis vous avez une variation de cette première période, qui est elle aussi de mesure, et ça vous fait la première partie. Donc vous avez cette première partie, ce premier panneau de la forme qui est de 16 mesures, point. Et puis vous avez une seconde partie, en général, qui commence par une idée légèrement apparentée ou légèrement variée, qui peut faire aussi 8 ou 16 mesures, et puis un troisième petit panneau qui fait que vous avez les 8 mesures du début, ou quelquefois les 7 mesures du début qui sont produites. Et donc vous avez ce développement d'extension formelle, d'extension de l'idée musicale, qui coïncide exactement avec la forme. Vous avez une coïncidence parfaite de la forme et de l'idée. Et c'est l'extension de l'idée qui fait que la forme existe.
Vous avez naturellement d'autres extensions de la forme qui sont beaucoup plus complexes, que ce soit du reste dans la musique classique ou dans la musique qui va vers la période actuelle. Les extensions de la forme dépendent soit de schémas formels existants, soit de schémas formels qui sont créés au fur et à mesure. Et on voit très nettement que, naturellement, avec des retours, cela n'est pas une histoire si droite que je le dis en ce moment, mais on voit très nettement que ces schémas d'extension de la forme ont commencé par être des schémas acceptés, ensuite des schémas qu'on a essayé d'agrandir, je dirais même de pervertir, et à la fin, ces schémas, par excès de richesse, sont tombés en désuétude, et la forme, au fur et à mesure, a eu tendance, du moins l'idée, au fur et à mesure, a eu tendance à créer sa propre forme. C'est ainsi, on voit la transition dans la musique symphonique en particulier se passe au moment du post-romantisme, c'est-à-dire de Mahler et Strauss, et surtout de Mahler en particulier, où l'on voit que l'idée l'idée principale engendre des idées secondaires, et ces idées secondaires deviennent si importantes qu'elles font littéralement craquer le cadre formel, et que le cadre formel qui avait un certain type de proportion devient au fur et à mesure complètement disproportionné, et donc que ces sections, ces panneaux de la forme ont tendance à avoir leur autonomie. C'est-à-dire que par exemple, un développement secondaire, dit secondaire par rapport à une idée principale, eh bien ce développement aura quelque chose de beaucoup plus fort et dans la perception sera beaucoup plus important que l'idée principale. Ou alors il sera à l'égal de l'idée principale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'idée principale et d'idée subordonnée, quoique la naissance de la proportion est celle-là, mais que finalement le développement d'idées secondaires sera plus important que le développement de l'idée principale. Et donc, toute une forme symphonique croule en particulier sous cette disproportion des relations formelles telles qu'on les avait envisagées au départ. Naturellement, ce n'est pas le seul moyen de subvertir la forme, je dirais, mais c'est un des moyens principaux. Quand l'idée principale et l'idée secondaire deviennent des fonctions tout à fait relatives et que deviennent des fonctions de départ et finalement arrivent à se renverser très aisément. Du reste, c'est quoique d'une façon beaucoup moins démonstrative que chez Mahler et beaucoup moins dans l'engendrement de la forme, on trouve cela chez Debussy aussi, où par exemple des idées, quand vous avez deux idées superposées, dans un cas, quand elles se répéteront par exemple, l'idée principale sera vraiment l'idée principale et l'idée secondaire dans la hiérarchie s'entendra comme telle, et au contraire, quand il y aura répétition, parce que Debussy utilise assez souvent les répétitions presque textuelles, le rapport de ces idées s'inversera, et l'idée qui a été première deviendra secondaire, et l'idée qui a été secondaire deviendra entendue comme principale. Cela parce que le timbre est plus fort, cela par la suite d'un certain dispositif, cela par suite d'un morcellement ou d'une variation quelconque. Donc nous voyons qu'il y a eu une sorte de développement, de mise en train de l'idée, de développement de l'idée, et que ce développement de l'idée est en quelque sorte inséparable de l'établissement d'un langage. Et alors, du point de vue du langage, que voyons-nous en Occident? C'est une question que l'on peut se poser. Naturellement, c'est maintenant vu de l'extérieur. Je vois le résultat et je peux le décrire comme historiquement tel. En vous rappelant bien ce que j'ai dit, c'est-à-dire que cette interaction des idées et du langage est essentielle et que naturellement l'un ne va pas sans l'autre. Mais quant au résultat, nous pouvons voir qu'il y a une certaine évolution dans l'organisation des auteurs. Et dans l'organisation des auteurs, ce qui a conditionné d'abord l'idée mélodique, c'est la modalité, c'est-à-dire certains rapports d'intervalle qui ont une grande richesse, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup plus de modes qu'il y avait de tonalités, et que ces modes engendraient un certain type d'invention mélodique. Ensuite, il y a eu les grandes tonalités majeures et mineures, c'est-à-dire qu'on a réduit la possibilité mélodique, la possibilité horizontale,
mais en développant des fonctions harmoniques qui, elles, étaient beaucoup plus riches. Et que ces fonctions harmoniques ont eu une interaction avec la fonction mélodique, c'est-à-dire l'interrelation verticale-horizontale est devenue une chose primordiale, un événement primordial dans l'invention, et que à partir d'un certain moment, cette harmonie est devenue beaucoup plus complexe et a amené l'emploi du total chromatique où les deux dimensions se sont à peu près équilibrées. C'est-à-dire que la dimension verticale et la dimension horizontale n'ont pas été plus importantes l'une que l'autre et que les deux ont coïncidé avant tout dans la définition du total chromatique, c'est-à-dire de la série. Et puis, plus on est allé, plus il y a eu intégration globale de tous les éléments et la disparition de cette catégorie bruit et son qui jusqu'à présent avait été tabou. Je l'ai déjà dit, mais je le répète, c'est que dans notre musique d'Occident jusqu'à récemment, il y avait le besoin de la standardisation et que tout notre appareil musical était constitué de telle façon à ce qu'il y ait avant tout une hiérarchie et que cette hiérarchie s'appliquait à un objet musical par rapport à son environnement. Je veux dire par là, tout simplement, que un mi bémol était avant tout un mi bémol, et que ce soit un mi bémol joué par un piano ou un violon, un trombone, sa fonction était d'être mi bémol dans une hiérarchie d'intervalles donnée. Et que toute notre construction d'instruments a été justement en fonction de cette épuration, je dirais, de cette abstraction qu'est un mi bémol. Reconnaissable envers et contre tout, et aussi reconnaissable dans n'importe quel registre. C'est-à-dire que un mi bémol dans le suraigu et un mi bémol dans le grave, en principe, c'était la même chose. On ne considérait pas du tout le phénomène acoustique comme un phénomène primordial. Alors naturellement, on se rendait compte que ce phénomène existait quand même. Et pour ceux qui ont fait de l'harmonie dans les conservatoires, vous savez très bien qu'on vous apprend les dispositions d'accords. C'est une des choses premières que l'on vous répète, avec lesquelles on vous casse les oreilles pendant très longtemps. On dit un accord sonne bien ou sonne mal. Et en effet, cette notion d'absolu de la hauteur est une notion qui est aberrante par rapport à la constitution des harmoniques. Il y avait dans le langage classique une opposition fondamentale entre l'idée qu'on déduisait des accords de la série des harmoniques naturelles, c'est-à-dire la théorie des harmoniques naturelles, qui donnait toute la théorie du langage musical. On voyait que les harmoniques naturelles se produisaient dans un certain ordre, et on concentrait cet ordre pour vous donner les accords les accords parfaits, les renversements, les trois renversements, et puis les accords de septième, etc., etc. Et naturellement, dans l'absolu, on vous dit cet accord de septième, ou de septième majeur, cet accord parfait, ou ces renversements sont valides, quel que soit l'endroit du registre où ils se produisent. Et naturellement, c'est faux. Il y a contradiction entre cette déduction d'un phénomène naturel qui existe, lui, comme le panier, et le fait qu'on déduit une théorie absolue à partir de cela. Quand on compare un accord serré dans le grave, par exemple, si je prends un mi bémol, sol, si bémol dans le très grave du piano, ou si je fais ça avec 3 contrebasses ou 3 tubas, on verra que cet accord, naturellement, donne un bruit. Et pourquoi? On le voit tout de suite. Parce que les interférences entre le nombre de vibrations de ce mi bémol grave et d'un sol grave, par exemple, est complètement différent de l'interférence des vibrations d'un mi bémol et sol dans le médium ou dans l'aigu. C'est-à-dire que le nombre de vibrations fait que dans le grave, il y a des battements, et donc il y a tendance à des battements. C'est-à-dire que les rapports physiologiques ne sont pas les mêmes, et donc que cet absolu de l'existence d'un langage harmonique dans quelque registre que ce soit est une fiction, étant donné qu'on est obligé d'y apporter des correctifs pour la sonorité. Alors on vous dit, dans le grave, espacez ceci de telle façon, c'est-à-dire écrivez l'accord avec la quinte principale, et puis ensuite une sixte, et puis vous pouvez avoir une autre sixte. Et l'accord mi bémol, si bémol, sol, mi bémol est vraiment la meilleure disposition. Pourquoi? On se rend compte parce que c'est naturellement une disposition qui s'inscrit dans l'échelle de la résonance naturelle. Et donc on est toujours dans le langage classique, on a été obligé de tenir compte de ces phénomènes de la résonance naturelle
Et donc, on a résolu cette contradiction par des correctifs pragmatiques qui ont été appliqués au coup par coup. Quand on a voulu regarder les phénomènes sonores d'un peu plus près, on a vu qu'il y avait naturellement des phénomènes de bruit qui se produisaient. Et que ces phénomènes de bruit, on avait eu tendance à ne pas les utiliser, et que de plus en plus, on les a utilisés. Ça a commencé déjà par, du temps de Mozart d'ailleurs, comme un effet, par le col legno. C'est-à-dire qu'on a vu, quand on utilise un archet avec le bois, eh bien on entend très peu de son, mais on entend beaucoup plus de bruit. Et on s'est aperçu on a été déterminé à ne plus camoufler cette opposition entre la production du son, c'est-à-dire la production avec tout ce qu'elle implique de parasites, et l'écriture. On a inclus ce qui était considéré comme parasite dans l'écriture elle-même, et d'où, du reste, l'intrusion et même l'utilisation, même excessive, de la percussion faisait partie du corpus instrumental, alors qu'auparavant elle existait tout à fait d'une façon marginale. On l'a inclus dans mais cela, comme conséquence, a été une subversion des intervalles, car ces instruments de percussion sont essentiellement, à part ceux qui sont à hauteur déterminée, comme le vibraphone, le xylophone, et même ceux-là encore surtout le xylophone a des résonances douteuses, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser complètement le phénomène des harmoniques. Mais dans la percussion à son indéterminé, on s'est bien rendu compte qu'il y avait là un phénomène qui était irréductible à une théorie, par exemple, comme la théorie des 12 sons chromatiques, si cher à Schoenberg. Il n'y avait pas moyen, il fallait essayer d'intégrer ces intervalles d'une autre façon, et les intégrer à l'idée musicale et dans la composition d'une autre façon. Et donc on voit que on est parti d'une généralisation, d'une certaine généralisation, pour arriver à une autre généralisation. C'est-à-dire qu'il y a, au cours de l'évolution historique, un certain nombre de phénomènes généralisés et généralisables, mais qui se compensent les uns les autres. Et si l'on écarte telle catégorie de phénomènes, on en récupère d'autres. C'est-à-dire que si on a, par exemple, une intégration globale des éléments constitutifs bruissants, comme on peut utiliser maintenant, dont on peut se servir, il est bien certain que toute cette hiérarchie qui a été celle de la musique occidentale pendant des siècles ne peut plus s'appliquer. Et certaines absurdités de cette application se sont évanouies, mais certains côtés très pratiques et très riches aussi de cette théorie n'ont pu être appliqués. Et donc on voit ce système de compensation qui se déplace au fur et à mesure des siècles et qui fait que l'idée musicale ne peut pas naître de la même façon. Pour les rythmes, naturellement, cela s'est passé un peu de la même façon. On invente, on élimine, on récupère et on élimine d'autres choses. Si je fais très rapidement un survol de l'écriture rythmique, on a commencé par écrire avec des neumes, c'est-à-dire une transcription où la relation était extrêmement vague et relative, je dirais, la notation était relative par rapport aux valeurs. Il en a trouvé la notation proportionnelle où les valeurs étaient absolument définies. Et puis, aujourd'hui, on a essayé de retrouver cette intégration d'un temps non défini complètement, mais où des dimensions volontairement vagues puissent rétablir un chemin entre la pure improvisation, c'est-à-dire la pure improvisation rythmique, c'est-à-dire, par exemple, si on voit des dimensions que l'œil peut saisir vaguement et ne peut pas saisir avec la façon dont l'esprit peut arriver à saisir des chiffres, par exemple, eh bien, ceci, on a eu tendance à réintégrer. Et notre époque, je dirais, de ce point de vue-là, est très écuménique. Elle a tendance même à tout récupérer et quelquefois à être très embarrassée de cette récupération parce qu'elle peut difficilement l'organiser. Et la difficulté à notre époque est que l'idée musicale ait un certain profil stylistique, autrement, elle disparaît sous certaines contradictions. Je prendrai les deux contradictions, par exemple, celle du son et du bruit et celle du rythme, de ce rythme bien indiqué. Eh bien, dans le son et le bruit, naturellement, on veut réintégrer la percussion, mais il ne faut pas oublier que la percussion est un instrument
extrêmement sommaire par rapport à toute la hiérarchie sonore, et que cette percussion se détache de la hiérarchie sonore, et donc il est beaucoup plus difficile de l'organiser sans qu'elle sorte de la dialectique de l'invention. Et donc l'idée musicale doit être beaucoup plus attentive à cette intégration dans son procédé même d'invention que si elle accepte ça comme un phénomène hiérarchique. Dans un phénomène hiérarchique, si vous, par exemple, vous avez la constitution des 12 sons, vous n'avez absolument aucun problème à inventer à l'intérieur de ces 12 sons parce que la hiérarchie est établie d'une façon propre. Dès l'instant que la hiérarchie a tendance à se scinder et à avoir des éléments fortement hiérarchisés et des éléments anarchiques, eh bien votre idée musicale aura beaucoup plus de mal à s'appuyer à la fois sur ces éléments anarchiques et sur ces éléments hiérarchisés. De même que dans le temps, il y a cette ambiguïté du temps organisé et du temps non organisé. Et beaucoup de compositeurs ont essayé de les mettre en valeur, mais sans voir, par exemple, qu'un temps hiérarchisé devait s'appuyer sur un maître, vraiment. C'est-à-dire une certaine conception de la régularité ou de l'irrégularité hiérarchisée. Tandis que, au contraire, si vous inventez à un moment donné où la hiérarchie ne doit plus exister, où il y a simplement quelque chose comme des impulsions rythmiques sans aucun contrôle métrique, eh bien, il faut écrire aussi en fonction de cela. Sinon, ces deux fonctions vont se confondre et vous n'aurez pas le contraste désiré. Donc, l'idée musicale doit tenir compte d'une façon beaucoup plus attentive à ces conditions de départ, puisque ces conditions de départ ont été changées. Donc, l'idée musicale devra changer aussi en fonction des nouvelles conditions qui lui sont fournies au départ. Voilà, ceci est une vue très générale de l'évolution stylistique, et je voudrais pour la prochaine fois voir dans le détail comment l'idée musicale s'articule et comment elle se base sur les phénomènes de mémoire et de répétition, tout en refusant la répétition directe pour que la mémoire n'agisse pas de plus. C'est aussi cette dialectique et ce renvoi de la mémoire au texte qui fait tout le prix du développement de l'idée musicale, et c'est ce à quoi je m'attacherai la prochaine fois.